Le Saint-Laurent, lieu de rencontre, présenté par le Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises, en collaboration avec la Maison de l'environnement de Verdun, est le tout premier parcours commenté de la série Montréalais, Montréalaises et insulaires, réalisé dans le cadre de la Semaine du Saint-Laurent. Enregistré le 5 juin 2021, il vous invite à déambuler sur les berges du fleuve Saint-Laurent à Verdun en compagnie de Nathalie Doonen, Eugénie Potvin, Michel Dagenet, Sabine Coursier et Geneviève Davignon. La prise de son est assurée par Gabriel Pépin, la musique, le montage et le mixage par Grégory Fitzgerald du studio Sophronique. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté cette invitation. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi et je veux surtout remercier Audrey Fontaine et Eugénie Potvin. On a organisé ça ensemble. Je suis ravie de vous rencontrer, la plupart pour la première fois. Alors, j'ai envie de vous poser des questions sur vos projets. Alors, juste pour me présenter un peu, moi, c'est Nathalie Doonen et puis je travaille comme professeure adjointe au département de communication chez l'Université de Montréal. Et puis, je viens tout juste de terminer un livre qui est intitulé « This is Wild, Canadian Food on the Fringes ». Et puis, dans ce livre, je parle de la cuisine canadienne ou la cuisine comme étant un processus de communication interespèces. Alors, ça va encadrer un peu notre discussion aujourd'hui parce que je veux réfléchir un peu sur qu'est-ce que ça veut dire la communication interespèces. Ça peut sonner un peu étrange ou bizarre, surtout quand on parle de la cuisine, mais je pense qu'on peut penser à la cuisine comme étant justement un processus de communication qui nous rapproche des autres espèces, des plantes, des animaux, de plusieurs façons. Mais je vais vous offrir quelques exemples pour juste réfléchir un peu lorsqu'on commence ici. Alors, pour le livre, j'ai fait des entretiens, par exemple, avec des chasseurs qui chassent des oiseaux juste ici devant nous, en face de Montréal. Et puis, ils utilisent, par exemple, des techniques comme une série de sifflets pour reproduire les sons ou les appels des oiseaux pour les faire rapprocher. Ça, c'est une forme de communication interespèces qui facilite la consommation ensuite de ces oiseaux. Alors, on peut penser de toutes sortes de formes de communication semblables qui font partie de ce processus qui a comme point final notre alimentation. J'ai fait aussi des entretiens avec des personnes qui font de la pêche ici tout au long du fleuve. On a beaucoup d'activités de pêche qui se passent ici. Et puis, si ce n'était pas interdit par la municipalité, on aurait aussi beaucoup plus d'activités de ce qu'on appelle en anglais foraging. Il n'y a pas vraiment un bon mot en français équivalent, mais ça veut dire la cueillette de plantes sauvages pour la consommation humaine. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, et j'aimerais discuter ça avec vous, puisque vous êtes des expertes dans ce domaine, c'est comment est-ce qu'on pourrait penser à renouveler nos formes de communication interespèces avec le but non pas juste de servir les désirs ou les besoins humains, mais pour le bien-être de toutes les espèces. Alors, juste pour faire percoler ça un peu avant de débuter. Et puis ici, où est-ce qu'on commence cette déambulation, on est juste à côté. C'est un endroit vraiment intéressant, en fait, parce que ici, Eugénie Potvin et moi, on se parle pendant quelques années maintenant à ce sujet. Et puis, on a fait une balade nature une fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Eugénie, mais il y avait toute une implantation ici d'asclépiades et là, je ne les vois plus. Depuis l'année dernière, ils sont disparus. Alors, c'est un endroit intéressant. On est juste à côté des rapides. Je vais commencer avec des questions pour Eugénie Potvin parce qu'on est aussi juste à côté de l'Oasis des Monarques. Alors, Eugénie Potvin est dans l'équipe de la Maison de l'environnement pour au moins 4 ans.
Et puis, elle s'intéresse à la valorisation et à la bonification de la biodiversité en milieu urbain. Et elle s'intéresse à des questions de comment offrir un meilleur milieu de vie aux êtres vivants qui partagent notre voisinage. Et puis, Eugénie, je veux vous poser la question, de quelle façon les humains entrent-ils généralement en contact avec les autres espèces dans cet endroit? Et quels sont les plus grands défis pour la connexion de l'humain avec les autres espèces à l'Oasis des Monarques? OK. Je vais commencer par la première question. Comment est-ce que l'humain interagit avec l'environnement ici des berges? En fait, à Verdun, on a 15 km de berges, là, en tout et pour tout, si on compte Verdun, Terre-Ferme et Île-des-Sœurs. Donc, ça fait énormément d'utilisations différentes, différents usages de ces espaces-là. Donc, on pense que ce soit différents usages de loisirs, les gens viennent se rencontrer, viennent flâner sur les berges, ils viennent aussi danser, il y a une piste de danse, il y a vraiment énormément d'activités. Ils viennent aussi observer la nature, ils viennent rentrer en contact avec cette nature-là. En fait, j'aimerais apporter votre attention sur l'espace en naturalisation qui est juste ici devant. C'est une des raisons pourquoi l'arrondissement de Verdun a décidé de faire une gestion différenciée de ces espaces verts. La gestion différenciée des espaces verts, c'est le fait de faire des aménagements différents, une gestion différente des espaces selon l'usage qu'on en fait. Donc, ici, c'est un espace qu'on a identifié comme un espace où il n'y avait pas énormément d'usage qui était fait autre que ce qui pouvait être fait juste à côté, donc flâner et tout ça. Donc, on a jugé qu'il y avait assez d'espace pour laisser en naturalisation cet espace-là. Donc, l'arrondissement cesse la tonte de ces espaces. C'est environ 13 espaces qui sont laissés comme ça. Au départ, le projet de gestion différenciée, c'était un projet qui venait des citoyens. Donc, c'était une volonté de créer des espaces à travers l'arrondissement où on pouvait aller à la découverte des habitants de ces espaces-là, donc des zones plus naturelles, si on veut. À la Maison de l'environnement, on fait de la sensibilisation par rapport à ces espaces-là qui ne sont pas toujours bien perçus par le grand public, si on veut. Donc, il y a différents, quand on parlait de défis là, tout à l'heure, différents défis associés à ça, associés à l'acceptabilité sociale de ces espaces-là. Donc, il y a différents commentaires là, qu'on entend. Pourquoi est-ce qu'on laisse des espaces comme ça en ville? Souvent, on se fait dire « Ah, mais pourquoi laisser des espaces comme ça plus en campagne? La nature, c'est pour la campagne. » Alors que finalement, la nature a tout à fait sa place en ville. Mais cet esthétisme-là, le fait d'avoir une nature un peu sauvage, en ville, c'est plutôt mal perçu de façon générale, là, qu'on pense aux espaces en naturalisation ou encore aux ruelles. Donc, des espaces où c'est un peu laissé, on dirait, à l'abandon ou c'est laissé à eux-mêmes, en fait. La nature fait ce qu'elle veut dans ces espaces-là, puis va croître un peu comme elle l'entend. Puis, on est habitué, au contraire, dans les villes, d'avoir des aménagements très ordonnés, très coupés. Donc, voilà. Fait que nous, à la Maison de l'environnement, on essaie de prôner le message disant que finalement, la nature en ville, elle a tous ses droits, puis elle peut aussi croître comme elle l'entend, de façon désordonnée si elle veut. Puis c'est tout à fait légitime. Donc, les espaces en naturalisation, c'était d'abord pour les gens qui puissent venir observer la nature, mais aussi, finalement, c'est de créer des espaces qui sont favorables à la biodiversité. Donc, on a recensé au fil des ans, déjà, ça fait depuis 2016 que ce projet-là existe. Puis on a recensé au fil des ans 120 espèces de plantes qui poussent à travers les espaces en naturalisation. Donc, c'est une très belle biodiversité qui sert autant à la population qu'aux espèces qui y vivent, dans le fond, que ce soit la petite faune ou encore les pollinisateurs. Aussi, on fait des projets de bonification de l'environnement, si on peut dire bonification de la biodiversité, dont l'Oasis pour les monarques, là, qui est juste de l'autre côté de l'espace en naturalisation. Cet espace-là, c'est un projet qui nous a été suggéré par des citoyens. On a planté là 13 espèces indigènes puis favorables là, pour la biodiversité, dont l'asclépiade commune, là, qui est
bénéfique pour le papillon monarque. C'est la seule plante là, duquel se nourrit le papillon. Donc, voilà. Donc, il y a eu toute une mobilisation citoyenne associée à la création de cet espace-là. On espère, qu'est-ce qu'on veut, c'est que les asclépiades colonisent, parce que c'est une plante quand même envahissante, on souhaite qu'elle colonise l'espace de plus en plus. Puis c'est un peu ce qu'on observe là, en bordure de l'oasis. Il y a déjà de l'asclépiade qui pousse un peu partout. C'est aussi un espace qu'on utilise pour les semences. Donc, nous, on alimente notre bibliothèque de semences là, à l'Oasis pour les monarques. Cette année, on a fait pousser près de 200 plants d'asclépiades qu'on a vendus justement cette semaine aux citoyens de Verdun à prix modique là, pour encourager les bonnes actions là, par rapport aux interactions entre espèces, on pourrait dire, c'est pour reprendre les termes de Nathalie. À la Maison de l'Environnement, on essaie de sensibiliser les gens au fait que finalement, l'humain détruit la nature, détruit les autres espèces. Mais qu'est-ce qu'on essaie de dire, c'est qu'on peut aussi avoir un effet positif. C'est quand on pense à tout ce qui est restauration de milieux naturels, puis différents projets là, aussi qui est accessible pour un peu à échelle personnelle là, qu'on peut aussi faire. Donc, différentes plantations. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à tes questions, Nathalie. Absolument. Et c'est que une des choses que je trouve vraiment intéressant sur les projets chez la Maison de l'Environnement, c'est exactement le fait qu'il y a beaucoup d'activités qui sont menées par les citoyens et citoyennes. Et puis, oui, c'est vraiment intéressant. Ça ouvre beaucoup d'opportunités pour des discussions avec les personnes qui habitent ici. Oui. Oui, effectivement. Bien, à Verdun, on a vraiment une belle mobilisation citoyenne. Les gens aiment les berges, veulent s'impliquer, veulent faire des choses positives pour les berges en général. Donc, c'est vraiment très positif. Il y a un autre espace en naturalisation juste de l'autre côté ici, devant la maison d'hiver de Saint-Didier. Puis, un projet citoyen de jardin pour la biodiversité. Donc là, il y a aussi des activités de sensibilisation, de mobilisation qui sont faites là-bas. Puis on participe aussi avec la Maison de l'Environnement là, pour faire des activités comme ça, que ce soit aller chasser les insectes, faire des bombes de semences. Pour la biodiversité à Verdun, où on répertorie en fait des espèces qu'on observe. On essaie de les identifier à l'espèce, puis c'est un groupe pour collaborer là, entre citoyens. L'espace derrière ici, où il y avait effectivement beaucoup d'asclépiades. Puis c'était quand on a décidé avec les citoyens de choisir cet espace-là ici pour faire l'Oasis pour les monarques. En fait, on voulait un peu agrandir la zone où on voulait démultiplier là, l'espace avec l'asclépiade. Cette année, bien là, vous m'apprenez qu'il y avait peut-être moins d'asclépiades cette année puis l'an passé. L'année passée même, oui. Ouais. Je sais que ça a été très utilisé là, avec le COVID. Là. Il y avait beaucoup de monde sur les berges en général, mais cet espace-là aussi, est-ce qu'il y a eu du piétinement qui a fait en sorte que ça pousse moins? C'est possible. Ça peut être une hypothèse, mais je ne sais pas. Bien, ça, c'est quelque chose d'intéressant peut-être pour nous aider à poursuivre la conversation aussi, parce qu'il y a cet enjeu, c'est paradoxal, où on veut encourager le monde à venir avoir des interactions avec la dite nature, mais il y a tu sais, les chiens posent des problèmes, le piétinement des humains pose des problèmes. Alors, il y a un paradoxe là qu'on pourrait peut-être aborder ensemble. Alors, on se retrouve ici à l'Observatoire des oiseaux. Je ne sais pas si c'est le nom officiel. Peut-être que, Eugénie, tu sais. Je ne sais pas. Mais c'est juste en face de la maison Dizier. On a une vue spectaculaire des rapides, de l'île aux Hérons, de l'île Roque, de la ville, de l'île des Sœurs. Et puis, ici, j'aimerais engager un peu Michel Dagenet, qui est professeur titulaire au département de l'histoire à l'Université de Montréal. Et puis, Madame Dagenet est spécialiste d'histoire urbaine et environnementale. Elle a publié divers ouvrages, dont
un fabuleux livre que j'aime beaucoup, Montréal et l'eau, une histoire environnementale, paru en version anglaise sous le titre Montreal City of Water. Elle a aussi co-dirigé avec Stéphane Castonguay Metropolitan Nature's Environmental Histories of Montreal. Ses recherches actuelles s'intéressent à la transformation des infrastructures portuaires à Montréal et Québec dans le contexte des échanges commerciaux avec la Grande-Bretagne entre 1763 et 1914. Merci beaucoup d'être avec nous. Je veux vous demander, alors nous nous trouvons ici près des rapides de la Chine. Quelle est la signification de ce lieu en particulier et comment est-ce que cette signification a changé à travers le temps? C'est une grande question. Oui, il y a différentes façons de concevoir ce lieu-ci. C'est sûr que dans mes propres recherches, je m'intéresse à l'histoire de Montréal. Donc, ça veut dire que je prends l'histoire de Montréal à partir du processus de colonisation française. On sait que c'était un lieu extrêmement fréquenté par les Autochtones. D'ailleurs, il y a eu des fouilles archéologiques, je voyais des panneaux historiques qui en parle. Mais si on relie le lieu avec l'histoire de Montréal, on peut dire que c'est d'une certaine manière les rapides de la Chine qui sont à l'origine de Montréal, parce que ces rapides-là obligeaient les voyageurs à changer de mode de transport. Alors, pourquoi il y a des rapides? C'est qu'il y a une dénivellation très forte entre le lac Saint-Louis, qui est en amont, et jusqu'au bassin de la Prairie. On est ici dans un espace très large. C'est vraiment le moment de l'élargissement du fleuve, qui est le bassin de la Prairie, donc un dénivellement de plusieurs, mon Dieu, je pense c'est 12 ou 13 mètres. Et c'est ce qui crée les rapides. Et cet endroit-là, bien, c'est un endroit historique parce que, par exemple, on a des témoignages, par exemple, de Champlain, qui a d'ailleurs, qui est passé ici et qui a baptisé ce qu'on appelle les rapides de la Chine. Il les a appelés le Sault Saint-Louis parce qu'en ancien français, on parlait de saut pour parler des rapides. Et sinon, pourquoi Champlain se trouvait là? Bien, parce que le Saint-Laurent est une voie de pénétration extraordinaire dans le continent. Et à cause des rapides, il fallait procéder à ce qu'on appelle un transbordement, c'est-à-dire changer de mode de navigation pour contourner ces rapides-là. Et donc, c'est toute cette activité-là autour du transbordement qui va donner naissance à Montréal comme ville coloniale et ville commerciale. Donc, ce qui veut dire que dans les relations interespèces sont fondamentales parce que pourquoi on vient coloniser dans cette partie du monde, c'est pour ce qu'on appelle les ressources naturelles, notamment les fourrures. Alors donc, on imagine les voyageurs qui remontent le fleuve, mais qui doivent s'arrêter à la Chine, passer vis-à-vis les rapides de la Chine, passer par la terre et reprendre leur embarcation pour aller vers les pays d'en haut, recueillir, chasser les animaux pour recueillir les fourrures et revenir de la même façon en s'arrêtant autour des rapides de la Chine, en faisant une partie du parcours sur la terre ferme, puis en reprenant leurs embarcations vers l'entrée de ce qui est aujourd'hui le port de Montréal pour ensuite transférer ces fourrures et ces biens sur des bateaux transatlantiques, qui étaient des voiliers à l'époque, puis les vendre sur le marché européen. Et ces grands bateaux faisaient le trajet à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils arrivaient ici avec des produits finis qu'ils allaient vendre autour de Montréal, mais aussi plus en amont, dans les pays d'en haut, qu'on disait. Et donc, il y avait ce commerce, si on veut, entre, d'une part, ressources naturelles, essentiellement les fourrures, et puis les biens finis qui venaient d'Europe. Et donc, c'est vraiment ce croisement-là qui donne naissance à Montréal comme ville commerciale. J'entendais parler au début de la nature merveilleuse, mais en fait, le rapport à cette nature est aussi un rapport qui vise à transformer la nature, même si on est dans une ère de volonté de réintégrer une biodiversité. Il y a quand même toujours, dans un milieu urbanisé comme celui de Montréal, une intervention humaine à l'égard de cette nature. Et à chaque période, dans le fond, on a une conception différente de cette nature-là. Et
ce qu'on voulait faire de Montréal, et les élites économiques en particulier voulaient faire de Montréal une grande ville commerciale, étant donné sa localisation géographique, qui est vraiment à la rencontre des deux grands cours d'eau que sont le Saint-Laurent et la rivière des Outaouais du côté de la rive nord de l'île de Montréal. Et donc, profiter de cet endroit qui ouvre aussi sur le continent, les Grands Lacs, etc., pour faire de Montréal, donc, cette grande ville commerciale. Mais ces fameux rapides de la Chine dont on parle, bien, c'était un grand obstacle à partir du moment où on veut accroître, intensifier le commerce. Et donc, on va, dès le 17e siècle, avec les Sulpiciens, tenter de trouver moyen de contourner ces rapides. Donc, il y a plusieurs projets de canalisation d'une partie du Saint-Laurent pour pouvoir contourner les rapides. Et on va vraiment réussir à le faire à partir de 1825 en créant le canal de la Chine qui, là, bien, il va permettre la circulation sans obstacle. Bien, c'est sûr que passer dans le canal, qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie de pouvoir, comment je pourrais dire, de pouvoir continuer à naviguer, mais en neutralisant l'effet des dénivellements d'eau, des niveaux d'eau très différents. Donc, à la fois, il y a tous ces atouts, si on veut, naturels que confèrent les rapides de la Chine, le fleuve Saint-Laurent, mais qui constituent aussi des obstacles à partir du moment où on veut développer la ville, on veut développer l'économie et on veut aussi développer les moyens de survie. Donc, cette relation, si on veut, un peu paradoxale entre nature qui est nature désirable, mais nature qu'il faut modeler, transformer pour pouvoir l'utiliser. Je pourrais dire, elle caractérise l'histoire de Montréal. Et donc, le canal de la Chine, 1825, ça ouvre la grande période de l'histoire de Montréal métropole. Ensuite, on va développer le port et toute cette activité économique qui fait en sorte que si on était aujourd'hui vis-à-vis du port de Montréal, on aurait une totalement autre vue, un autre rapport au fleuve parce qu'il a été extrêmement humanisé, transformé. Et d'ailleurs, on va beaucoup critiquer le fait de ce barrage qui coupe l'accès des Montréalais au fleuve, même si pendant, je dirais, presque 200 ans, ça a été une source de survie très, très importante avec les activités économiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, rendu ici, en réalité, on est dans un nouveau versant du rapport entre le fleuve et la ville, avec cette idée de pouvoir s'approprier la nature, s'approprier le fleuve et transformer les relations entre le fleuve et les Montréalais. Et on est beaucoup plus centré autour de l'idée du loisir que de l'idée des activités économiques, parce qu'entre-temps, Montréal a changé de vocation, a connu la crise économique, la désindustrialisation. Alors, ce qui est intéressant de cet endroit-ci, c'est que on sent réellement le fleuve et qu'on a la chance d'avoir cette grande fenêtre sur le fleuve. Et on parlait tantôt des mouvements citoyens. Bien, c'est beaucoup les mouvements citoyens des années 60, 70 qui ont milité très fortement pour faire en sorte que les installations industrielles qui n'étaient plus utilisées dans la crise économique soient démantelées en partie pour récupérer les berges et faire ces grands espaces verts dont on profite aujourd'hui. Et donc, transformer le rapport à nouveau entre la ville et le fleuve. Donc, je pense qu'à chaque époque, il y a une conscience de la nature, il y a un désir de communion, d'utilisation de la nature, mais les finalités ne sont pas les mêmes. Et je ne serais pas d'accord peut-être de dire que les humains détruisent la nature. C'est qu'ils entrent en relation de manière différente avec la nature selon leurs besoins économiques, les besoins de survie, etc., etc. Voilà. En parlant de paradoxe aussi, dans votre livre, vous parlez de l'influence qu'ont eu les pêcheurs et les chasseurs dans tout cet environnementalisme. Excellent rappel, je dirais, parce que on arrive justement à la jonction de ce nouveau rapport au fleuve. Et c'est vrai que le développement industriel de Montréal, s'il a permis à plein de familles, plein d'ouvriers et d'ouvrières de pouvoir se nourrir, de survivre, de s'alimenter, etc., a aussi, bien sûr, engendré de la pollution industrielle. Et donc, ce qui a occasionné un appauvrissement de la présence de la faune.
à Montréal. Et puis, les chasseurs et les pêcheurs, encore aujourd'hui, ce sont des groupes qui sont très soucieux de maintenir la qualité des milieux pour pouvoir s'adonner à leurs pratiques de pêche et de chasse. Et au Québec, et en particulier à Montréal, bien, ce sont ces associations qui, dans les années 10, déjà les années 20, vont commencer à sensibiliser à l'idée de protéger l'eau pour permettre cette biodiversité. Mais c'est un processus qui va être très long parce que dans un milieu urbain, on a beaucoup d'usages qu'on fait de l'eau et un autre usage qu'on fait, bien, c'est la source d'approvisionnement en eau potable. Bien, eau qui va être traitée pour devenir potable, bien sûr, mais l'eau est aussi une grande poubelle. Et l'eau, c'est le véhicule par lequel on rejette les eaux usées. Donc, il y avait cette problématique de la pollution industrielle, mais des pollutions des eaux domestiques qui étaient problématiques. Mais c'est un débat qui va durer au moins une trentaine d'années. Alors donc, on a, oui, effectivement, ces chasseurs et ces pêcheurs qui commencent à sonner l'alarme à Montréal comme ailleurs, parce qu'il y a plein de chantiers d'exploitation des ressources naturelles, du bois, etc. Imaginez tout cela. Et avant de trouver, d'une certaine façon, les moyens techniques et la volonté politique de ralentir, de stopper la pollution du fleuve par toutes ces eaux, bien, ça va prendre au moins une trentaine d'années. Donc, la nature qu'on voit aujourd'hui, ou le retour à la nature, il faut toujours comprendre quel est le produit, finalement, d'aménagement, d'intervention technique et aussi de transformation de l'environnement qui est vivant, en fait, qui a sa propre histoire aussi. Alors, si aujourd'hui, on a une eau d'une grande qualité, tellement grande qu'il y a une biodiversité, mais qu'on peut se baigner dans le fleuve maintenant vis-à-vis Montréal, c'est parce qu'il y a eu d'énormes interventions humaines. Donc, cette nature, elle n'est pas... On la voit comme naturelle, mais derrière cette nature naturelle, en fait, il y a énormément d'interventions et donc la réglementation contre le rejet des eaux usées, mais aussi des systèmes anti-pollution et également bien, toute la phase de désindustrialisation dont je parlais tantôt, qui fait en sorte que l'eau qui vient de l'amont, qui vient des Grands Lacs, bien, elle est de moins en moins polluée parce qu'il y a de moins en moins d'activités industrielles. Et dans ce revirement-là, les chasseurs et les pêcheurs sont intéressants parce que c'est un peu un signe avant, un précurseur, si on veut, de vouloir valoriser le rapport au fleuve et à l'eau, mais d'un point de vue de loisir. Et c'est ce qui va prendre le relais à partir des années 60-70, ces mouvements citoyens qui militent pour des fenêtres sur le fleuve et qui font en sorte, grâce à qui, dans le fond, aujourd'hui, on dispose de ces immenses espaces, particulièrement du côté ouest. Hein, parce que l'industrialisation de Montréal s'est faite beaucoup du côté du centre, bien, vers le canal de la Chine déjà, qui est un peu plus en aval, et vers l'est, alors qu'ici, c'était déjà moins urbanisé et industrialisé, ce qui a permis aussi une reconversion, finalement, des lieux à des fins de loisirs tels qu'on les connaît aujourd'hui et qu'on en profite d'ailleurs. Excellent. Merci beaucoup. Tellement intéressant. Je pourrais vous écouter pendant toute la journée. Vous êtes trop gentil. Peut-être j'aurais un commentaire sur l'évolution du lien avec la nature. On fait face aussi à un nouveau défi. On a parlé de biodiversité depuis le début, donc en montrant des espaces dans lesquels on réintroduit de la biodiversité parce que une pelouse bien tondue, c'est pauvre en biodiversité. Mais il faut rappeler que pourquoi on veut réintroduire plus de biodiversité? Parce qu'une bonne biodiversité, ça permet la santé des écosystèmes et les écosystèmes nous apportent des services. C'est grâce à la bonne santé des écosystèmes qu'on peut vivre sur Terre. Donc, Michel en a parlé, le service d'approvisionnement. Ben oui, l'eau qu'on boit, c'est l'eau du fleuve. L'approvisionnement, c'est aussi les pratiques agricoles, les poissons. Mais il y a aussi d'autres services écosystémiques comme la régulation des inondations, la végétation qui nous fournit de l'oxygène, qui nous permet de respirer. Donc on parle de grands services écosystémiques
donc de régulation, d'approvisionnement, des services culturels aussi, donc ce bien-être que la nature nous apporte. Mais ça renvoie aussi à un certain nombre de défis parce que le citoyen veut finalement aime bien une nature qui est... il y avait une chronique d'Yves Boisvert récemment là, qui parlait de nature décorative. Donc on veut ce qui est beau, ce qui nous convient, mais on ne veut pas les contraintes liées à la nature. Donc quand Jenny nous montrait un espace avec une gestion différenciée, tu l'as bien souligné que pour certaines personnes, ce n'est pas bien entretenu. Ça peut poser des défis aussi de plantes envahissantes ou d'autres difficultés ou pour des personnes qui ont des allergies. Et puis, on a beaucoup parlé de la gestion du cerf de Virginie dans le parc Michel Chartrand. Donc, on va s'émouvoir de tuer quelques cerfs, mais on n'a pas d'émotion pour tous les animaux qu'on tue avec les pesticides qu'on utilise à chaque jour. Donc, c'est un peu cette difficulté, ce conflit, ces compromis à trouver. On apprécie d'être face au fleuve, d'avoir une vue magnifique, mais c'est important de garder des bandes riveraines végétalisées pour maintenir la qualité de l'eau. Donc, c'est important de garder la végétation en rive, mais ça bouge des vues sur l'eau. Donc, c'est toujours, on va toujours avoir un genre de compromis à trouver, mais aussi tout un travail d'éducation pour que les citoyens comprennent l'importance de maintenir des écosystèmes en santé, ce qui est un défi à Montréal, mais pas juste à Montréal. Peut-être on pourra en parler après. Peut-être qu'on pourrait juste rajouter rapidement que, dans le fond, je trouve vraiment intéressant ce que vous dites parce que, en fait, le rapport à l'environnement, c'est toujours un rapport d'arbitrage entre ce qu'on pourrait appeler la nature désirable et la nature indésirable. Et chacune des composantes, la définition de chacune de ces composantes-là évolue en fonction de ce qu'on désire, en fonction des rapports sociaux, etc. Et donc, mais ça prend les deux. Et donc, vous parlez très justement de l'importance de certaines espèces qui doivent contribuer à cette nature désirable et que si on les enlève, bien là, tout à coup, la nature désirable s'appauvrit. Alors donc, c'est des dilemmes permanents, tout à fait. Je suis vraiment contente qu'on aborde ces questions de gestion de la nature et surtout ici parce que ce qui est particulièrement intéressant sur cet endroit, c'est que on aurait été dans l'eau, dans le fleuve, il y a 40 ans. Alors, dans les années 60, quand on a fait la construction du métro, on a pris les remblais pour remblayer tout le parc ici. Alors, si on va dans le parc, on va voir des piliers de pierre. Ça, ce sont les anciens piliers du boardwalk. Et puis, c'était là la promenade et l'eau allait jusqu'à la promenade. Et puis là, le parc a été vraiment sculpté de ces terres de remblais. Alors, c'est ça qui nous permet de rapprocher encore plus la nature et ces sumacs qui ont une fonction de... Alors, ces questions de gestion sont vraiment fondamentales à notre discussion. Et on va poursuivre maintenant à notre prochain arrêt en marchant sur ce remblai. Ça, c'est pas notre arrêt prévu, disons, mais on a vu les phragmites ici. Alors, on s'est dit, on va juste arrêter quelques instants pour en discuter. Je sais qu'on a deux intervenantes ici qui peuvent nous parler un peu, Sabine et Eugénie. Alors, je vous laisse la parole. On a un grand défi par rapport à la protection et la gestion des milieux naturels
à Montréal, c'est la question des espèces exotiques envahissantes. C'est une des atteintes majeures à la biodiversité. Hein. C'est pas spécifique à Montréal, c'est une problématique internationale. Et d'ailleurs, les Nations Unies viennent de décréter la décennie 2021-2030 pour une décennie de restauration des écosystèmes. Et donc ici, on voit le phragmite, le roseau commun, là, qui est une espèce extrêmement envahissante et qui contamine beaucoup nos milieux humides, nos milieux hydriques et qui est très, très difficile à contrôler. Là, ça se propage par rhizome dans le sol et c'est extrêmement difficile à contrôler. Voilà. Moi, j'ai une question sur ça. C'est quelque chose qui me fascine, ces désignations, espèces envahissantes, espèces exotiques, envahissantes. En anglais, c'est encore pire, on dit exotic alien species. Et puis, je me demande, d'après moi, c'est une question de perspective. Parce qu'on pourrait argumenter, par exemple, que l'espèce le plus envahissant, c'est l'humain. On pourrait aussi penser en échelle de temps. On pense toujours en temps humain. Alors, le phragmite, maintenant, on l'appelle une espèce envahissante. Peut-être dans 200 ans, on va lui appeler une espèce indigène. Parce que peut-être qu'en 200 ans, il aurait pris sa place dans cette écologie, on ne sait pas. Sur ça, j'avais pensé à demander une question à Geneviève là-dessus. Alors, peut-être que Geneviève voudrait intervenir aussi. Et quelles sont les limites de ces termes aussi? Je dirais que les définitions pour les espèces exotiques envahissantes et tout ça, il y a encore des experts qui s'obstinent à c'est quoi la vraie définition. Je dirais qu'à la base, si on prend la majorité des espèces, ça dépend aussi, je pense qu'il y a un point de vue un peu législatif qui vient s'intégrer aussi. Donc, on crée ce nom-là au niveau de la science dans mon laboratoire de recherche sur les espèces exotiques envahissantes aquatiques. Mon superviseur, la façon qu'il interprète la question, c'est vraiment que c'est des espèces qui ont réussi à sortir de leur aire de répartition d'origine, de leur aire de répartition d'où elles venaient, puis qu'une fois qu'elles ont un milieu différent, elles ont un impact dans ce nouveau milieu-là, puis elles se dispersent rapidement et causent des effets. Il y a des gens qui vont aller juste plus loin, qui vont dire qu'il faut que les effets soient négatifs nécessairement pour être considérés une espèce exotique envahissante. Mais je pense que jusqu'à un certain point, lorsqu'on parle de restauration, lorsqu'on parle de protection de l'habitat, je pense qu'on émet un petit peu ces concepts-là pour essayer de garder notre milieu comme il était un peu à l'origine, parce qu'on sait que les déplacements humains, tu disais que c'est une espèce exotique envahissante, on pourrait dire ça, parce qu'on se déplace un peu partout dans la planète. Si on parle de la répartition du COVID, bien, elle se fait... On a vu à quel point ça se propage. Bien, quand l'humain se déplace dans différents environnements, il amène avec lui beaucoup d'espèces que pour lui, c'est important, mais quand il les amène dans un autre milieu, bien, on ne sait pas toujours le rôle écologique que cette nouvelle espèce-là peut avoir. Donc, je pense que le terme est venu quand il y a eu beaucoup d'échanges entre les espèces, entre les continents, avec le transport un peu international et tout ça. Puis, à un moment donné, qu'on a réalisé que ça pouvait causer des déclins dans les espèces natives qui sont habituées à vivre avec nos climats, qui sont habituées à vivre et qui sont en relation, qui ont comme un équilibre, donc qui produisent des bons services écologiques. On a comme décidé qu'il faudrait peut-être réfléchir à la question puis faire attention aux espèces que l'humain transporte un peu, parce que je dirais qu'une majorité d'espèces exotiques envahissantes est surtout apportée souvent par les humains et déplacée par les humains et à cause qu'on les valorise ou parce qu'on les transporte par accident, par exemple. Mais je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont d'autres perspectives de comment eux définissent aussi les espèces exotiques envahissantes. Là. Je pense que c'est très... on n'a pas encore de, je pense, réponse officielle, là. Sauf si on regarde, par exemple, dans les textes de loi où eux ont leur propre définition aussi. Puis c'est surtout, je pense, défini sur une façon qu'ils peuvent la contrôler aussi. Oui, bien, je voulais peut-être juste ajouter, pour revenir un peu, tantôt je parlais, on avait répertorié 120 espèces dans les espaces en naturalisation, mais là-dessus, il y en a très peu qui sont indigènes, finalement. La plupart, ils viennent d'Europe ou d'ailleurs. Donc, c'est des espèces exotiques, mais on n'en parle pas parce qu'ils ne sont pas
on ne dit pas qu'elles sont envahissantes. Là où ça devient problématique, puis ça a déjà été un peu mentionné, c'est quand elles sont très performantes finalement, puis elles vont envahir un espace, puis modifier le milieu, faire en sorte que ce milieu-là, cet habitat-là, ne sera plus habitable ou utilisable pour les espèces endémiques. Puis aussi, elles vont, c'est ça, modifier puis être très, très, très performantes, donc compétitionner les autres espèces déjà en présence. Puis qu'est-ce que je voulais peut-être apporter de plus, c'est la simplification un peu des écosystèmes. Ça donne des écosystèmes très peu diversifiés normalement parce qu'elles sont tellement performantes, je le répète, qu'elles ne laissent pas la place aux autres. Donc, quand on parle de simplification des écosystèmes, on parle d'écosystèmes qui sont moins résilients, moins résistants, donc moins à même de répondre quand on parle de changement climatique, d'arrivée d'autres espèces. Donc, c'est des écosystèmes qui vont changer très drastiquement, qui n'auront pas la capacité de donner les mêmes services écologiques. C'est vrai, puis Nathalie, tu l'as bien souligné, c'est très anthropocentré, très utilitariste de parler d'espèces exotiques envahissantes. C'est à notre échelle de temps, c'est aussi à notre image, si on veut dire, pas notre image, mais à notre service, à nous. Mais aussi, ça a un impact, c'est ça, sur la faune, la flore qui était là, déjà présente. On parle aussi de plus en plus d'écosystèmes nouveaux, des nouveaux écosystèmes. Mais en tout cas, je ne suis pas spécialiste de la question, mais c'est sûr que c'est des concepts qui sont en évolution, puis qui seront appelés à évoluer dans le temps, probablement sur des longues échelles de temps. Mais présentement, avec la perte de la biodiversité, avec toutes les pressions anthropiques sur la biodiversité, je pense que si on passe à côté de ce concept-là, on a un problème à court terme, moyen terme assez important. D'après ce que je comprends, les phragmites poussent toujours dans des endroits qui ont été transformés par les humains, qui sont pauvres en biodiversité à cause de... Ils poussent à côté des highways. Les autoroutes. Des autoroutes, oui. Au bord de l'eau ici, où on a complètement transformé cet environnement. Alors, c'est intéressant d'entendre ce que vous dites parce que ça veut dire que après qu'on transforme ou peut-être comme partie de cette transformation, il faut qu'on pense à comment enrichir cette biodiversité. C'est intéressant de voir dans le cas de l'exemple de la grille donc, qui s'attaque aux frênes. Donc, c'est un insecte qui vient d'Asie. Et en Asie, il y a eu une coévolution qui fait que l'insecte vient plus tuer les frênes, alors que là, on a un insecte, c'est arrivé d'un coup, et donc il n'y a pas eu cette adaptation réciproque qui a pu se faire. Et pour revenir à l'exemple du phragmite ou d'autres plantes envahissantes, c'est des questions en termes de gestion parce que les coûts de contrôle de ces espèces envahissantes sont extrêmement élevés. Donc, il faut peut-être avoir un autre regard aussi et puis dire que ces espèces apportent aussi des services écosystémiques, comme l'épuration de l'eau, par exemple, mais de trouver un compromis parce qu'il faut, si on les laisse aller, on a vraiment un appauvrissement de la biodiversité, donc un moins bon fonctionnement des écosystèmes. Mais c'est des coûts de gestion qui sont énormes, donc il faut trouver des compromis dans les approches. C'est ça. Juste ici, autour de l'îlot Gallagher, on trouve une espèce de petite mare qui est alimentée là, à même l'eau du fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est un milieu artificiel, mais où on retrouve... Dans le fond, c'est un des seuls lieux là, à Verdun, à Verdun-Terre-Ferme plutôt, où on retrouve de l'eau stagnante pendant l'été. Donc, c'est un milieu qui est très favorable là, pour les amphibiens puis les tortues. On a observé, c'est des citoyens, en fait, qui nous ont rapporté qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient toucher, ramasser les espèces de grenouilles qu'on retrouve ici. Il y a un projet citoyen qui avait été déposé pour faire des panneaux d'interprétation pour essayer de prévenir, de sensibiliser les gens là, à l'utilisation des lieux puis à pas trop déranger les amphibiens. Juste dans le fond, pour rappeler, on est en milieu urbain, donc il y a énormément de gens pour la quantité de nature ou d'espèces qu'on a ici. Donc, un comportement qu'on peut avoir peut-être plus en campagne ou là où c'est plus abondant ou puis il y a beaucoup moins de monde, mais ça fait beaucoup moins de pression sur les espèces présentes. Tandis qu'ici, en ville, ça peut rapidement
devenir problématique là, pour les espèces présentes. Donc, on devrait voir bientôt apparaître des panneaux d'interprétation là, qui ont été faits. On a 2 designers qui font ça bénévolement, puis aussi une bénévole citoyenne qui a proposé le projet. Donc, c'est un beau projet en collaboration encore avec les citoyens. Alors, je vais enfin présenter Sabine Coursier. Merci, Sabine, de vos interventions déjà. Sabine Coursier est conseillère en aménagement, service des grands parcs du Mont-Royal et des sports, Ville de Montréal. Elle mène des projets reliés à la protection des milieux naturels, particulièrement la protection des milieux humides et hydriques de l'agglomération de Montréal et la création d'un paysage humanisé à l'île Bizarre. Elle intervient sur des projets de biodiversité urbaine. Sabine est titulaire d'un bac en biologie, d'une maîtrise en environnement et aménagement et d'un doctorat en aménagement. Elle a acquis une diversité d'expériences en pratique professionnelle, enseignement et recherche. Sabine, je vais vous poser 2 questions ici. Alors, on nous trouve ici dans l'un des rares endroits de la ville où les gens peuvent entrer en contact direct avec le fleuve Saint-Laurent. Pourquoi est-ce important? C'est ma première question. Et j'aimerais vous entendre un peu aussi sur les défis techniques et citoyens au développement et à la préservation de zones protégées. Merci. Donc, déjà, je voudrais peut-être souligner, on oublie souvent que Montréal est un archipel. Donc, on a l'île de Montréal, mais il y a aussi l'île Bizarre, on a vu l'île aux Hérons. Enfin, il y a 90 îles qui ceinturent Montréal. Et sur les, je pense, c'est environ 280 km de rives, il y en a près de la moitié qui sont publiques, qui ne sont pas toutes accessibles au public, mais qui sont quand même publiques. Et puis, année après année, c'est vraiment une préoccupation de donner plus d'accès aux rives pour les citoyens. Et donc, il y a eu différents projets. Qu'on pense à la plage de Verdun, on n'est pas loin, là, qui a été ouverte il y a 2 ans, je pense. Une plage qui va ouvrir dans l'Est. Donc, il y a quand même un certain nombre d'accès public à l'eau. Et je pense que parfois, comme on le disait tantôt, on a toujours ce défi dans le cadre d'aménagement et de la protection des milieux naturels, d'être dans le compromis entre les enjeux écologiques, les enjeux patrimoniaux, les enjeux liés aux besoins des citoyens. Donc, dans le cas des rives, comme on le disait, c'est important de maintenir des bandes riveraines végétalisées pour protéger la qualité de l'eau, pour abaisser la température de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas, qu'il y a beaucoup d'endroits où finalement on ne voit pas forcément l'eau, mais on est quand même dans un archipel avec un bon nombre d'espaces accessibles au public. Mais il y a vraiment... Donc, pourquoi c'est important? C'est important parce que on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Donc, on le sait que la société face un peu à un déficit nature. Donc, c'est vraiment important que les gens aient ces accès à la nature. Et puis, j'aime bien l'exemple de la mare où les gens peuvent toucher. Et c'est important de pouvoir toucher pour connaître et apprendre aussi de la nature. Et puis, on le voit avec la pandémie, combien les milieux naturels, les espaces verts ont été appréciés des citoyens. Nous, entre 2019 et 2020, dans nos parcs nature à l'échelle de l'agglomération, la fréquentation a augmenté de 60 à plus de 100% suivant les secteurs. Et ça confirme l'importance d'avoir des parcs publics accessibles à tous.
Non, je pense que l'autre partie de la question, c'était par rapport à la protection des milieux naturels. Donc, la ville de Montréal a adopté en 2004 une politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels avec un objectif d'augmenter les aires protégées à l'échelle de l'agglomération. Et à l'époque, on avait 3% d'aires protégées sur le territoire terrestre de l'agglomération. Aujourd'hui, on a 6% avec un objectif d'atteindre 10% de milieux naturels protégés sur le territoire terrestre de l'agglomération. Donc un objectif qui vient d'être réaffirmé encore à nouveau quand la ville a adopté dans les dernières semaines son plan Nature et Sport, où la ville aussi a adopté son plan climat. Donc on reconnaît l'importance de protéger les milieux naturels à l'échelle de l'agglomération. Et aussi, on travaille sur un projet, donc on travaille pour l'agrandissement des parcs ou la création de nouveaux parcs. Il y a un projet d'aire protégée en milieu habité dans la partie ouest de l'île Bizarre, donc un projet de création d'un paysage humanisé qui est une désignation d'aire protégée sous la responsabilité du gouvernement provincial. Donc là, on parle d'un projet principalement en terre privée avec différents défis, mais on reconnaît avant tout l'importante biodiversité de ce territoire et l'importance de conserver ces paysages remarquables et cette biodiversité. On a aussi, il y a eu en 2017, le gouvernement provincial a adopté une loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques qui demande aux municipalités régionales de comté, MRC ou agglomérations d'élaborer des plans régionaux de protection des milieux humides et hydriques, donc nos marais, marécages, cours d'eau. Donc on a cette obligation législative de produire un plan d'ici juin 2022 pour la protection de nos milieux humides et hydriques. Donc là, c'est d'une part de faire un diagnostic de ces milieux à l'échelle du territoire et de voir comment est-ce qu'on peut les protéger. Donc les défis de protection, je dirais qu'ils sont nombreux. On a plusieurs outils de protection, des outils législatifs ou réglementaires. Quand je parlais par exemple de la création de nouvelles aires protégées ou des possibilités de renforcer la réglementation municipale pour assurer la protection des milieux naturels. Il y a aussi des budgets d'acquisition de terres à des fins de protection, mais les finances publiques sont limitées et puis les terrains sont chers à Montréal, surtout quand c'est des terrains où il y a des possibilités de développement résidentiel, industriel ou commercial. Donc c'est d'utiliser cette panoplie d'outils de protection, soit des ententes, des changements réglementaires, des acquisitions pour assurer la protection des milieux et aussi travailler à la restauration de milieux naturels. Le gouvernement du Québec, donc je parlais de la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, il s'est doté d'une cible de pas de perte nette de milieux humides et hydriques à l'échelle du Québec. Donc, ce qui veut dire que si on a des milieux qui sont des milieux humides, des marais qui sont remblayés, il faudra les compenser pour pouvoir atteindre cet objectif de pas de perte nette, parce qu'on reconnaît vraiment l'importance de la protection des milieux humides et hydriques pour les services écosystémiques qu'ils offrent. Donc, dans le cas de Montréal, les projets de restauration sont complexes, sont difficiles. Puis c'est quelque chose de relativement nouveau aussi. Donc, on est en train de doter d'une équipe qui va pouvoir plus travailler sur la réfection des rives dans les grands parcs pour lutter contre les problématiques d'érosion. Mais c'est du travail de longue haleine, c'est le développement d'expertise en ingénierie écologique, ce qui est relativement nouveau.
Et puis, parmi les freins, on l'a vu en 2017-2019, il y a eu des inondations importantes sur le territoire de l'agglomération. Donc, on travaille, il y a des résidences qui sont en zone inondable. Idéalement, pour une meilleure résilience de la ville, on souhaite développer les infrastructures vertes pour lutter contre les inondations, donc de pouvoir peut-être créer des nouveaux marais, marécages qui puissent jouer le rôle d'éponge pour absorber ces volumes d'eau importants dans le cas d'inondation. Mais dans certains secteurs, les résidents disent non, mais nous, on veut une digue, on veut une infrastructure grise. Là, on aura plus confiance. On comprend les gens qui ont des maisons qui ont été touchées par les inondations, c'est leur bien, c'est leur propriété. Donc, c'est de travailler dans des approches intégrées pour essayer de trouver les meilleures solutions pour une meilleure résilience urbaine. Voilà. Alors, la sensibilisation, ça fait partie de ce travail. C'est une grande partie du travail, j'imagine. Un parc, quand un abeille regarde un parc, c'est comme un désert alimentaire. Alors, je me demandais, est-ce que ça fait partie intégrante de la pensée en aménagement? Est-ce qu'il y a un changement à ce niveau? Ou... Oui, absolument. Il y a un changement et puis une volonté vraiment d'avoir des approches de gestion différenciées. Donc, comme parlait Eugénie, là, d'avoir des secteurs dans lesquels on a une gestion plus écologique pour favoriser la biodiversité. Maintenant, on doit répondre à une diversité de besoins. Et c'est important aussi d'avoir des secteurs dans lesquels il y a de la pelouse qui est tondue pour pouvoir faire des pique-niques en famille, pour pouvoir jouer au ballon avec les enfants. Donc, c'est de concilier les demandes et puis la diversité d'usages. Et je dirais que relativement à la gestion écologique, ça a déjà été souligné aussi, mais il y a des citoyens qui ne comprennent pas quelle est l'approche et puis pourquoi la ville n'entretient pas comme il faut ces espaces. Aussi, quand on laisse des secteurs plus naturels, ça va favoriser aussi une faune qui est associée, donc des petits mammifères ou des marmottes qui peuvent causer des dégâts dans les cours arrière des personnes ou quand on favorise, comme je disais, des bandes riveraines végétalisées, ce qui correspond aux obligations de la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables, les citoyens voient plus l'eau. Donc, on a déjà eu des exemples où on a vu des citoyens qui sont venus couper des arbres parce que ils avaient plus la vue sur l'eau ou le milieu naturel. Donc, cette question d'éducation est très importante et de comprendre que la nature, c'est pas juste une nature décorative, mais c'est une nature qui nous rend des services et qu'il faut s'assurer de la bonne santé des écosystèmes. Je pense que la musique nous déplace. L'utilisation diversifiée des berges. C'est ça. Merci exactement. beaucoup, Sabine. Je vais vous introduire Geneviève Davignon. Geneviève Davignon est candidate au doctorat au département de biologie à l'Université McGill et membre étudiante du groupe de recherche universitaire en limnologie, GRIL. Elle est en 5e année de doctorat sous la direction du professeur Anthony Ricciardi, spécialiste des espèces aquatiques envahissantes, et de la professeure Irene Gregory-Eves, spécialiste en paléolimnologie, une science étudiant l'évolution des lacs et rivières dans le temps. Bien que son doctorat porte sur la pollution des microplastiques dans le Saint-Laurent et ses réseaux trophiques, elle utilise les espèces envahissantes du fleuve comme modèle pour comprendre les enjeux liés à cette pollution. Elle connaît particulièrement bien les moules zébrés et quaggas, c'est comme ça qu'on le dit en quaggas,
ainsi que leur prédateur principal, le gobie à taches noires. J'aimerais peut-être poursuivre la discussion sur les espèces envahissantes, mais à travers tes projets particuliers. Pouvez-vous nous parler des espèces que vous avez étudiées aux abords du Saint-Laurent? D'où viennent-elles? Quels sont les impacts de la présence de ces espèces sur l'écosystème fluvial? Merci. Ouais, oui, en fait, c'est ça, dans notre laboratoire de recherche, évidemment, on étudie plusieurs types d'espèces exotiques envahissantes. Dans le fond, le chercheur avec qui je fais affaire, il avait débuté ses recherches assez tôt, à peu près au moment où, justement, les moules quagga, les moules zébrés ont commencé leur envahissement dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, on parlait de l'historique de Montréal, son utilité, le fleuve. On est en bord du fleuve où le fleuve a servi de voie navigable aussi pour les grands navires. Mais la plupart des espèces envahissantes ou exotiques envahissantes qui ont colonisé le fleuve au départ, si on parle de sous l'eau, là, évidemment pas les berges, ils provenaient de gros paquebots qui provenaient d'un peu partout dans le monde. Puis, à cette époque-là, on utilisait beaucoup on remplissait les cales de bateaux par de l'eau, des ports d'origine. Puis, puis une fois qu'ils arrivaient et qu'ils changeaient de milieu, donc de l'océan à l'eau douce, et qu'ils avaient à changer leurs marchandises, à la déposer, à la retirer, ils devaient ajuster l'eau des ballasts qui étaient dans leur système pour changer un peu leur flottabilité. Et donc, ils relâchaient ces eaux-là dans un nouveau milieu. Donc, si on vient d'un port extérieur qui a une faune unique, native de ces endroits-là, et qu'on transporte dans nos cales des eaux, bien, on va par accident, transporter des espèces qui, en état de larve, peuvent s'infiltrer dans ces eaux de ballast-là et donc vont être déversées à un autre endroit. Donc, il y a une partie des espèces exotiques envahissantes qu'on retrouve dans nos eaux. Moules zébrées, les moules quagga, lorsqu'elles sont à l'état larvaire, sont capables de durer quand même longtemps et elles ont pu faire leur chemin jusqu'ici. Et comme on disait tout à l'heure, les espèces exotiques envahissantes, c'est des espèces qui sont habituellement ultra performantes ou qui sont adaptées ou que même dans leur environnement natif, habituellement, elles sont capables de gérer beaucoup de stress environnemental. Donc, quand elles sont soumises à des genres de conditions comme ça, où il n'y a pas toujours de l'eau, il n'y a pas toujours de la nourriture, elles sont quand même capables de bien survivre. Donc, une fois qu'on l'introduit dans un nouveau milieu, si elle n'a pas de prédateur naturel, si son rôle écologique n'est pas déjà comblé, ou si elle a une capacité à surplomber ou à être plus performante dans certaines de ses activités, bien, elle peut vraiment créer des changements. Pour les gens qui connaissent bien le cours d'eau, qui ont peut-être vu évoluer depuis les années 90, on a vu un gros changement avec l'arrivée des moules zébrées et des moules quagga. Elles sont toutes petites, sont à peu près 2 cm de grosseur. Pourtant, chaque moule peut à peu près filtrer 1 litre d'eau par elle-même. Donc, ils sont super efficaces à la filtration. Puis, contrairement à nos mulettes natives, qui sont un peu plus grosses, ils ont un développement beaucoup plus lent, elles ont des petits byssus et des petits filaments qu'elles utilisent pour s'attacher, s'accrocher au substrat. Donc, elle est capable de s'accrocher un peu partout. On la retrouve souvent dans des endroits qui sont plus rocailleux, par exemple. Mais dans le fleuve Saint-Laurent, dans plusieurs endroits, c'était un jardin de mulettes, dans le fond, des moules natives. Si on mettait le nez sous l'eau, on pouvait en voir en quantité phénoménale avec une belle diversité. Mais ces mulettes-là, bien, ils servent un peu de roche. Vu qu'ils ne se déplacent pas, bien, souvent, les espèces comme la moule zébrée pouvaient s'accrocher dessus parce qu'il n'y a pas de roche aux alentours, c'était trop sablonneux à certains endroits. Puis, en les colonisant, elles vont finir par les étouffer. Elles vont coloniser la coquille au complet, puis elles vont les empêcher de se déplacer, les empêcher de se nourrir. Et donc, il y a une grande majorité de ces espèces-là qui sont devenues extirpées, donc qui n'existent plus. On ne peut plus les retrouver aussi facilement dans le Saint-Laurent à cause de la présence et la distribution incroyable de ces moules-là. Leurs larves sont capables de... Dans le fond, chaque moule peut créer des millions d'œufs à la fois. Donc, elles ont une capacité phénoménale de se reproduire et elles sont quand même très résistantes à des stresseurs. Elle peut survivre en état adulte sur des embarcations pendant des jours à l'extérieur de l'eau. Donc, elles peuvent se déplacer quand même facilement d'un point d'eau à l'autre. Donc, on a vu rapidement la colonisation sur les berges du Saint-Laurent. Probablement, elle arrivait des ports de Montréal, mais aussi, on parlait tantôt que les grands lacs, les grands lacs découlent et amènent leurs eaux ici. Donc, si tous les ports le long, dans le fond du fleuve et des grands lacs, ont pu avoir ces espèces-là. C'est probablement un peu comment elles sont arrivées ici. Puis là, il y a d'autres espèces, des petits amphipodes, des crustacés. On parle de la gobie, qui est aussi une espèce ponto-caspienne qui vient un peu des mêmes endroits que la gobie, que la moule zébrée, que la moule quagga. Donc, c'est leur prédateur naturel dans cet environnement-là. Et une fois arrivée, je disais tantôt qu'elle n'était pas toujours adaptée. Dans le fond, quand la moule est arrivée, il n'y a rien qui mangeait ces types de moules-là. Ils sont difficiles, ils ont une grosse coquille.
on n'avait pas d'animaux qui étaient nécessairement adaptés à s'en nourrir. Donc, elles ont pu vraiment se disperser vraiment à leur aise, un peu dans le cours d'eau, dans tout le fleuve, qui a changé un peu la clarté de l'eau. Dans certains secteurs, on peut voir qu'il va y avoir une propagation d'espèces aquatiques aussi, juste parce qu'en filtrant l'eau, elle devient plus claire, la pénétration de lumière se fait plus profondément, donc il y a plusieurs plantes aquatiques qui peuvent se reproduire. Et des fois, ça va même favoriser d'autres espèces exotiques à prendre le dessus parce qu'elles vont être les plus rapides à se développer. Donc, elle a vraiment, son arrivée a vraiment changé un peu l'état du fleuve, les types de relations en colonisant aussi. Elle crée des nouveaux environnements pour différentes espèces. Fait qu'il y a des espèces qui ont pu prendre avantage du fait qu'elles peuplaient et qu'elles filtraient. Donc, elles pouvaient voler un peu la nourriture au fur et à mesure que ces moules-là filtraient. Fait que ça a vraiment changé un peu le paysage sous l'eau. C'est sûr qu'on ne le voit pas toujours. Hein? Nous, on n'a pas toujours la tête sous l'eau, même si des fois, c'est intéressant de regarder. Donc, on n'a pas nécessairement tout le temps vu ces changements-là directement. Je dirais que probablement que les pêcheurs, les plongeurs pourraient vous en parler beaucoup plus parce qu'eux, ils ont probablement vu les gros changements. Puis ensuite, il y a eu aussi la gobie à tache noire, qui est un petit poisson qui est natif des mêmes régions et qui est son prédateur naturel, qui s'est introduit à peu près dans les mêmes années. Maintenant, depuis quelques années, on entend plus parler de ce poisson-là aussi. Les pêcheurs, souvent, se mettent leur ligne à l'eau, ils vont en trouver assez facilement. Moi, pour mes recherches, par exemple, je connais un endroit, je m'en vais juste dans la descente de bateau, je mets mon petit filet, je le remonte. En 2 minutes, j'ai 200 poissons, c'est tous des gobies ou presque. Donc, c'est rendu une espèce très, très, très envahissante. Les pêcheurs, souvent, il fut une époque, ils l'utilisaient comme poisson à pas aussi. Donc, des fois, ils les ramenaient aussi, ils les mettaient dans d'autres points d'eau le long du fleuve ou dans d'autres milieux d'eau. Fait que ça vraiment facilite un peu la propagation des espèces qui sont déjà super résistantes, super adaptées à différentes conditions humaines dans lesquelles on peut les voyager ou les distribuer. Pourrais-tu parler un peu sur comment est-ce qu'on aborde ce problème? C'est une excellente question. Trouver des solutions? C'est une super bonne question. En fait, c'est sûr que ça dépend vraiment de l'espèce. Tu sais, chaque espèce envahissante ou exotique, exotique veut juste dire hein, qui vient d'un autre endroit. Là. Fait que des fois, on dit espèce envahissante, des fois exotique envahissante. Ça peut être utilisé des deux façons. Je pense que ça dépend vraiment de l'espèce puis de leur façon c'est quoi leur capacité à ces espèces-là? C'est quoi qui font qu'ils peuvent s'établir dans un nouveau milieu? C'est quoi leur mode de propagation et de dispersement dans ces nouveaux milieux-là aussi? Si on pense à la moule zébrée, la moule quagga, une fois qu'elle est introduite dans un point d'eau, malheureusement, à part ces conditions de l'eau, du milieu, ne sont pas adéquates. Par exemple, la chimie de l'eau ne permet pas à sa coquille de bien se développer ou c'est trop contaminé ou quelque chose comme ça. Elle va être capable de se reproduire un peu partout. Puis si on parle d'un fleuve comme le Saint-Laurent, qui découle puis qui a une longue distribution, une fois qu'elle est introduite à un endroit, mettons, à Montréal, bien, ça prend juste le cours d'eau, le débit d'eau régulier qui va les pousser les larves un peu plus loin dans le fleuve. Donc, rendu là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire une fois qu'elle est établie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en amont. Puis il y a des pratiques qu'on peut aussi adopter pour éviter de déplacer ces populations-là. Par exemple, quand on va dans un cours d'eau, on peut juste s'assurer qu'on n'en transporte pas avec nous, que quand on prend des poissons, on prend des espèces qui viennent du fleuve, que c'est des espèces qui sont natives et qu'on ne les transporte pas à un nouveau plan d'eau. Il y a beaucoup de programmes. Au niveau du fleuve, je ne pense pas que ça se fait beaucoup parce que c'est un peu plus difficile à gérer, mais dans plusieurs petites communautés à l'extérieur, par exemple, s'ils ont des lacs super importants, ils vont faire le lavage des embarcations, ils vont décontaminer tout le matériel qui a touché à l'eau avec une hausse à pression, dans le fond, des températures assez élevées pour vraiment éliminer les larves. Et ça s'applique pour les moules zébrés, pour une panoplie d'autres espèces exotiques aquatiques, que ça peut être des myriophiles à épis ou d'autres espèces comme des plantes ou des petits crustacés. Donc, souvent, cette méthode-là va quand même être assez efficace pour plusieurs espèces. Mais c'est sûr que dans le Saint-Laurent, on n'a pas juste la moule zébrée. Depuis qu'on avait découvert que justement la source principale à cette époque-là des espèces exotiques envahissantes étaient les eaux de ballast, bien, il y a une réglementation qui a été mise en place. Et depuis, on voit quand même une grande diminution du nombre d'espèces exotiques qui est introduit dans le fleuve. Les bateaux ne peuvent plus rejeter leurs eaux ballast dans le cours d'eau ici. Donc, ils sont obligés de le faire avant de rentrer dans le fleuve Saint-Laurent, donc dans le milieu, dans le fond, dans l'Atlantique, ce qui fait qu'à cause que c'est un milieu marin, souvent les espèces ne vont pas survivre. Donc, ça aide, ça a vraiment, vraiment créé une diminution du type d'espèces
qu'on retrouve. De nos jours, on entend peut-être plus parler de la tanche, les carpes asiatiques, ces poissons-là. Sinon, chaque année, on retrouve dans les Grands Lacs, dans le Saint-Laurent, des piranhas, des poissons rouges, parce que les aquariophiles ont des poissons à la maison, puis là, ils veulent les remettre à la nature, puis ils s'en vont les rejeter dans le Saint-Laurent. Puis heureusement, pour l'instant, ils ne survivent pas aux hivers, mais c'est sûr que ça fait qu'il y a des espèces exotiques qui sont introduites quand même un peu par tout le monde aussi, là. Une panoplie de carpes asiatiques dont la tanche avait été introduite par accident. En fait, il y avait un fermier qui avait décidé de faire une petite production d'aquaculture, il y avait un petit lac ou un petit cours d'eau sur son terrain, puis il avait décidé de l'ensemencer de poissons. Puis quand il y a eu des inondations, les poissons, ils ont pu profiter de cette inondation pour sortir du petit lac de son terrain puis aller dans la rivière Richelieu et ensuite remonter le courant jusqu'au fleuve. Donc, des fois, quand on pense on parlait des fois dans les interventions pour l'écosystème, les humains apportent des fois par accident beaucoup d'espèces. Et quand ces espèces-là sont relâchées dans un grand environnement et qui sont comme un peu permis de prendre leur expansion, ceux qui sont plus performants peuvent le faire. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours faire un peu attention peut-être à ce qu'on choisit pour notre alimentation, pour notre culture. Les commandes maintenant, on peut commander des choses des fois sur Amazon qui ne sont pas très, très réglementées quand ça vient d'ailleurs. Je sais qu'il y a plusieurs espèces qui sont introduites comme ça aussi. Là. Dans d'autres cadres législatifs, il y avait le droit d'avoir ces espèces-là. Ils ont été vendus. Les gens, avec le temps qu'on réalise qu'ils ont des espèces qui sont exotiques, qui sont arrivées dans le pays et que les gens peuvent ensuite les avoir chez eux puis que là, ils peuvent être relâchés. C'est quand même quelque chose qui est un peu difficile à gérer. Là. C'est intéressant parce que ça veut dire que nous avons une responsabilité individuelle, mais aussi qu'il y a des choses à faire au plan national, international, sur la réglementation, etc. Vous avez mentionné une chose aussi, vous avez fait un commentaire que nous n'avons pas la tête sous l'eau. Et je suis formée comme artiste visuelle. Alors, je vois maintenant que beaucoup d'artistes s'intéressent à trouver et ensuite offrir des façons de visualiser ou de rendre apparent, rendre manifeste le monde de façon qui ne sont pas à notre disposition sans de l'aide, comme des enregistreurs spécialisés, des choses comme ça. Alors, je me demande, qu'est-ce que tu penses de ça? Pensez-vous qu'il y a une place pour... Est-ce que ça peut aider de montrer aux gens, de faire visualiser ce qui se passe sous l'eau, par exemple? C'est sûr que je pense que ça peut être c'est un message. On dit souvent une image vaut 1000 mots. Là. Donc, quand les gens peuvent être en contact direct avec ce qui se passe et avoir cette perception-là, c'est sûr que je pense que ça les affecte beaucoup plus. Il y a beaucoup de campagnes, là, tout le monde travaille avec la sensibilisation. C'est souvent le meilleur message. Les gens, souvent, ne font pas des choses intentionnellement. Je pense pas. J'ose croire que les gens ne font pas des choses intentionnellement méchantes ou qu'ils vont faire ça pour causer des problèmes. Donc, c'est sûr que quand on peut montrer et expliquer un peu plus les choses, les changements qui se produisent, quand les gens peuvent jouer un rôle, quand ils font partie de la solution aussi, c'est toujours valorisé. Alors oui, c'est sûr que ce soit des artistes, que ce soit des experts, que ce soit des gens qui travaillent plus au niveau de la sensibilisation à un peu relier le côté scientifique de la chose et le mettre un peu plus vulgarisé pour permettre aux gens de comprendre ce qui est fait dans les labos de recherche. Je pense que c'est toujours une belle façon d'essayer de rentrer en contact avec les gens. On parlait au début, vous me disiez... Les relations interespèces, c'est sûr qu'on ne peut pas, de façon générale, communiquer avec toutes les espèces vivantes qui existent, mais une façon de le faire, c'est peut-être en nous informant de leur présence, de qu'est-ce qu'elles font, c'est quoi leur utilité, que là, c'est comme un peu une communication un peu comme à distance, mais ça nous permet de mieux les connaître, puis peut-être d'avoir une meilleure perspective, puis peut-être de faire plus attention ou de s'adapter un petit peu, puis de penser à nos gestes quand on en pose aussi. Fait que je pense que ça serait toujours une bonne chose. Moi, je sais que quand j'ai commencé, justement, je disais que je travaille sur les espèces. J'utilise des espèces envahissantes, fait qu'on en apporte en laboratoire, mais aussi, j'ai plongé tout le long de l'île de Montréal pour essayer de trouver ces espèces-là, comme sentinelles à la pollution microplastique, par exemple. Puis la première chose que j'ai vue, la première fois que je suis sortie, c'était en 2017, lors des inondations. On était sur le fleuve en bateau, puis on avait des déchets humains qui flottaient à côté de nous. Puis on est arrivé sur une plage, puis il y avait
c'était juste ça. Tu sais, il y avait un petit canard en plastique, il y avait des déchets un peu partout. Puis j'ai fait, tu sais, imagine être un poisson, là, puis la première chose que tu fais, là, ton premier contact avec les humains, là, c'est des déchets, c'est leur dépotoir. Puis ça m'a un peu, pas traumatisée, mais c'est ce qui m'a fait vraiment vouloir plus continuer dans mes recherches, puis essayer de moi-même me mettre la tête sous l'eau peut-être pour pouvoir explorer et en parler aussi. Là. Donc, merci beaucoup d'avoir parlé de ça avec nous aujourd'hui. Je pense que c'est une très bonne place pour terminer aujourd'hui parce que vous nous avez ramené au tout début de notre discussion sur les interactions interespèces. Et puis, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de discuter ça avec le grand public. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé toutes vos recherches vraiment engageantes. Et puis, je vous souhaite un bon après-midi.